Bonjour à tous, chers agilistes, ravis de vous retrouver pour la 5e session de l'Agile Week. Hier, on a parlé Product Management avec Jean-Pierre Sioni de Vive. Nouvelle journée, nouveau sujet de transformation agile avec Guillaume Poster. Je vous rappelle, comme pour les autres sessions, vous pouvez interagir entre vous sur le chat et poser directement vos questions sur le canal questions. Je les poserai à notre invité que je vais vous présenter maintenant. Donc Guillaume Poster, vous êtes directeur de la Media Factory que vous avez créée il y a 3 ans chez France Télévisions. Vous êtes convaincu que les silos sont nécessaires à l'organisation. Plutôt que le désilotage à tout prix, vous proposez plutôt de mieux construire ces silos. Aujourd'hui, on va voir avec vous comment amorcer une transformation pour réduire les boucles de décision. Alors bonjour Guillaume, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et puis nous dire ce que vous faites chez France Télévisions? Bonjour Lucille, donc effectivement je suis Guillaume Poster et je suis directeur de la Media Factory de France Télévisions. Donc la Media Factory chez France Télévisions, c'est la direction qui est en charge du cycle de vie des médias et surtout de la chaîne de valeur du média de bout en bout. Le média étant pris au sens le fichier vidéo en fait, et toutes les métadonnées associées. Et je suis aujourd'hui chez France Télévisions depuis 8 ans avec une carrière derrière moi qui est essentiellement autour des ops, des infrastructures, et qui a bifurqué chez France Télévisions dans l'agilité, à la fois Kanban, Scrum, en tout cas pas dans l'agilité de papier, mais celle qui veut vraiment améliorer les problèmes et faire des choses mieux. Alors, vous nous parliez du cycle de vie du média. Pour nous, profanes, qui sont plutôt de l'autre côté de la télévision, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est cette chaîne de valeur chez France Télévisions où vous vous occupez? Oui, alors tout à fait. L'objectif de la Media Factory, c'est de suivre en fait tout ce qui se passe autour de médias. Et chez nous, ça commence souvent par la lettre d'un producteur qui nous propose une idée originale. Donc ça peut être une série, une émission. Toute la négociation qu'on va avoir avec lui, tout le suivi donc du deal, comme on dit un petit peu dans le secteur, un contrat quoi, qu'on va faire, la structure des droits qu'on va acquérir, puisque les droits ils peuvent être pour des chaînes de télé, pour de l'OTT donc sur Internet, mais aussi de manière événementielle autour d'événements sur les années précédentes, des saisons précédentes. Il y a aussi tout le provisioning de ces fichiers vidéo, donc comment on va les récupérer, les stocker, les transformer, les diffuser in fine, si vous regardez France 2, France 3, Inter et toutes les chaînes du groupe France Télévisions. Et puis comment on met à disposition ces signaux, en fait, donc ces chaînes dites linéaires pour les voir sur les box FAI, sur le satellite, sur la TNT, sur le player, sur le site de France.tv, mais aussi comment on va distribuer ces fichiers, à la fois ce qu'on appelle le replay, donc ce qui a été diffusé, mais aussi ce qu'on ne diffuse pas, qu'on va faire spécialement comme toute l'offre Slash sur France TV, et comment on va distribuer ça à la fois auprès des FAI, auprès du player de France.tv, et puis des autres plateformes qui nous reprennent comme Salto, Molotov, à qui on distribue aussi nos contenus. Merci Guillaume, c'est déjà un petit peu plus clair. Alors, est-ce qu'on peut revenir en 2018? C'est le moment où vous avez commencé à amorcer la transformation qui a mené à la création de la Media Factory. Est-ce que vous pouvez nous dresser un tableau de la situation à cette époque? Alors tout à fait, en 2018, en fait, moi j'étais partie prenante à la direction du numérique, donc d'une direction technique au sein d'une direction métier. Et donc moi j'étais quelque part l'apporteur final des signaux sur les players et auprès des FAI. Et dans tout ce cycle de vie, en fait, mobiliser plusieurs équipes qui étaient dans diverses directions dans l'entreprise, ce qui provoquait plein de dysfonctionnements, on va dire, des dysfonctionnements assez simples d'arbitrage de roadmap, en fait, avec des équipes qui n'étaient pas alignées en termes de roadmap parce qu'ils n'avaient pas forcément les mêmes clients et les mêmes expressions de besoins, des désalignements en termes financiers, et aussi des gros problèmes d'arbitrage à la fois financier, c'est-à-dire que quand moi au numérique je pouvais faire un ROI mais que ça nécessitait un investissement dans une autre direction, forcément ça perturbe la vision bilan PNL de chacune des directions. Et puis il y a aussi les arbitrages quand une décision ne convient pas d'un côté ou de l'autre, vu les profondeurs hiérarchiques que ça impliquait, ça remontait en COMEX. Et aller arbitrer dans un COMEX d'une boîte de 10 000 personnes
des micro-problèmes d'arbitrage qui peuvent être éventuellement des arbitrages assez techniques. Voilà, ça crée des latences et des problématiques de projet qui sont assez fortes. Donc finalement, vous deviez arbitrer des choses assez quotidiennes de vos travaux. Au niveau de la hiérarchie, il fallait remonter assez loin dans la hiérarchie. Est-ce que c'est ce qui a poussé est-ce que c'est l'élément déclencheur de la transformation? Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Qu'est-ce qui a fait qu'en 2018, vous vous êtes dit maintenant, il faut changer? Alors 2018, en fait, pour nous, c'était le départ en retraite du CTO groupe en fait de France Télévisions, qui a été remplacé par quelqu'un qui a fait le tour, on va dire, j'ai envie de dire des popotes pour voir un petit peu ce qui marchait bien, ce qui marchait moins bien, et qui s'est aperçu sur ce domaine-là, en tout cas, des frictions qu'il pouvait y avoir et qui impactaient très directement les roadmaps et les engagements de livraison. Et ça coïncidait avec aussi côté numérique une volonté de revoir complètement la plateforme et d'offrir de nouveaux services, services qui étaient rendus autour du média. Donc, il y a eu un espèce d'alignement des planètes où on s'est dit il faut comprendre pourquoi il y a des frictions et qu'on essaie de résoudre ce problème. D'accord. Et lorsque vous avez amorcé la transformation, par quoi est-ce que vous avez commencé? Est-ce que vous avez quelle démarche avez-vous mis en place pour amorcer la transformation? Alors, j'ai envie de dire assez basiquement, j'avais la chance depuis quelques années de traîner au milieu de ces équipes-là, donc je connaissais déjà entre guillemets la cartographie technologique et fonctionnelle des équipes, mais j'ai fait un travail, on va dire, assez classique d'audit, donc aller rencontrer les équipes, comprendre leurs inputs, leurs outputs et la transformation qu'elles font en fait sur la chaîne de valeur. Mmh. Toujours dans cette démarche chaîne de valeur, en fait, un peu inspirée de Lean, mais qui pour moi permettait de vraiment nourrir le débat en fait sur l'amélioration qualitative globale qu'on voulait faire là-dessus. Et puis d'identifier dans chacune des équipes quel était son concours en fait sur cette chaîne de valeur-là. Pour identifier les équipes qu'il fallait reprendre intégralement pour faire un groupe unique de travail et quelle partie d'activité faite par ces équipes devait être reversée éventuellement dans d'autres équipes. Ça a permis de se poser des questions sur des équipes un peu transverses. Et donc, pour comprendre un petit peu mieux, on parle de combien de personnes, quelle typologie de profil, quel métier vous aviez en face de vous? Alors, on parle d'une centaine de personnes, on va dire à 60% prestataires à 40% internes dans l'activité, et des profils assez divers, c'est-à-dire qu'on va avoir les développeurs, les chefs de projet, des ingénieurs qui bâtissent et maintiennent les infrastructures, des techniciens de maintenance pour au quotidien s'assurer que tout fonctionne bien, et puis également des product owners, des product managers, des architectes. Voilà, j'ai envie de dire, c'est les éléments clés d'une direction technologique et produit pour arriver à délivrer une solution à une direction interne ou à un client qui souhaite une fonctionnalité. D'accord. Et donc, vous disiez que vous étiez allé voir les équipes pour les auditer. Est-ce qu'il y a un moment où vous les avez aussi impliqués dans la transformation? Dans quelle mesure et à quel moment vous vous êtes dit il faut impliquer des équipes dans la transformation pour que ça marche? Alors, dès le début, pour deux raisons. Une conviction personnelle qui est que plus on implique les gens et plus la suite du travail sera simple, en fait, puisque dans la démarche, on va faire en sorte que les équipes s'impliquent dans la solution finale. Et aussi parce que France Télévisions, c'est une boîte qui mise beaucoup sur la co-construction et le travail en commun pour arriver à une cible, en fait, qui a même été validé par un accord de méthode signé avec les IRP, donc les instituts représentatifs du personnel, et le CSE. Donc c'est une démarche où immédiatement tout s'est fait de manière transparente, en sachant que dans ces cas-là, on parle de projet, on ne parle pas de quelque chose qu'on va effectivement faire, mais c'est fait de manière transparente avec une présentation aux équipes de la volonté et des ateliers pour les impliquer sur déjà leur périmètre, donc des ateliers, on va dire, facilités, pour qu'elles puissent exprimer clairement ce qu'elles font et là où elles trouvent elles-mêmes que ça frotte, puisque l'idée, c'est quand même de résoudre des problèmes au quotidien des équipes et pas d'en créer d'autres. Travail sur les valeurs, au fait, pour que chaque équipe puisse exprimer là où
elles se sentent apporteurs de valeur à l'entreprise, parce que dans la future organisation, il est important de ne pas casser ses fiertés et ses valeurs apportées par ces équipes pour qu'elles puissent toujours se reconnaître dans la future organisation. D'accord. Donc, on le disait tout à l'heure, hein, vous êtes convaincu que les silos sont nécessaires à l'organisation. Pourquoi, selon vous, est-ce qu'ils sont nécessaires? Pourquoi est-ce que finalement ils se créent naturellement et ils reviennent dès qu'on souhaite les casser finalement? Alors, pour moi, assez simplement, le silo, ça permet à un groupe de gens de se reconnaître une certaine forme d'identité, en fait, de faire partie de cet ensemble de personnes, que ce soit autour d'un produit, autour d'une équipe, autour d'une dénomination, autour d'un apport de valeur. Il y a forcément, en fait, un moment donné où les gens vont créer leur petit monde autour d'eux. Pourquoi c'est important? J'ai envie de dire pour simplifier la propagation en fait des chocs et les pertes de temps et toutes les perturbations qui peuvent intervenir. C'est-à-dire que plus on met des gens qui doivent dialoguer ensemble, c'est-à-dire plus on abaisse les murs et moins on met de silos, et plus le projet du voisin au 12e degré a un impact. Et plus on va au contraire s'assurer qu'une équipe est autonome et a peu besoin de ses voisins, et plus on va la rendre résiliente à ce qui se passe en dehors, en fait. Donc ça revient un petit peu à ce qu'on voit beaucoup en agile, hein, le Pizza Team, le 12 Bagel Teams chez Amazon, qui est de dire plus l'équipe est resserrée et plus l'équipe parle peu, entre guillemets, en extérieur au quotidien, et plus on va lui permettre d'avancer et d'être faiblement perturbé. Puis comme vous le disiez, il y a aussi ce besoin de sentiment d'appartenance au sein d'une équipe pour faire vivre aussi le collectif, pour le bien-être des collaborateurs finalement. Exactement, et ça c'est vital en fait, quand une équipe ne se reconnaît pas, ne comprend pas sa vision, ne comprend pas ce qu'elle fait, ne comprend pas ce qu'elle produit en fait, elle va entre guillemets dire, elle va faire du code, elle va réparer des équipements. Et moi, ce que je veux, c'est que les équipes comprennent que leur travail au quotidien, c'est de faire en sorte que dans chaque foyer français, ils puissent regarder France 2, que ce soit sur la TNT, la Box FAI ou en replay sur France.tv. Et c'est là qu'ils comprennent en fait le sens global de leur métier. C'est vrai qu'avant, ces différentes équipes étant séparées, elles portaient en fait leur sens et leur vision autour du produit qu'elles délivraient. C'est en gros, je livre un ERP, je livre une plateforme de médiation de signaux. Alors que se dire que je livre un produit, mais qui concourt globalement à ce que France 2 soit disponible dans tous les foyers français, c'est plus facile en termes de sens, en fait, d'agréger les gens. Et c'est plus facile aussi quand on va demander des arbitrages ou quand on va les amener face à des choix cornéliens, qu'elles comprennent le sens, en fait. C'est-à-dire qu'elles savent qu'in fine, elles ont un sens commun et global qui est important. Oui, finalement, partager cette vision, c'est important pour souder les équipes, mais aussi pour prioriser. Par rapport à est-ce que finalement, cette fonctionnalité, ce sujet va vraiment servir notre vision, notre cible? Est-ce que ça va permettre justement aux foyers français de pouvoir regarder France Télévisions? Alors, on parlait un petit peu de vos équipes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment elles sont maintenant organisées? Qu'est-ce qui a changé? Alors, ce qui a changé, j'ai envie de dire à la fois tout et rien. Ce qui a changé, c'est des arbitrages de produits, en fait, des produits qui ont changé d'équipe. Et des doublons qui existaient, c'est-à-dire deux équipes qui faisaient grosso modo la même chose, mais de manière séparée, qui aujourd'hui ont été rassemblées ensemble. Et initialement, j'avais grosso modo 3 équipes très centrées autour de produits et une équipe qui était plutôt une équipe centrée autour de l'infrastructure. Et aujourd'hui, qui avait aussi 1 ou 2 produits, mais très centrés autour de l'infrastructure. Et aujourd'hui, j'ai recréé plus au sein de la Media Factory, des micro-silos fonctionnels qui sont centrés vraiment autour de grands services courants. C'est-à-dire qu'on a le service lié autour de la métadonnée et du SI. On a le service qui est centré autour de la supply chain et de la diffusion, et j'ai le service qui est centré autour de la publication
et qui va donc amener, in fine, tout auprès des consommateurs. Et puis une équipe de maintenance qui est un peu transverse à tout ça. Et l'idée de faire ça, c'est vraiment aussi toujours dans la quête de sens, de montrer que les gens ne sont pas simplement là pour faire des projets, ne sont pas simplement là pour faire du câblage, ils sont là autour d'un produit. Ça veut dire que pour faire France 2, on a besoin de certains produits. Et la personne, elle n'est pas juste là pour faire un peu de câblage, installer des équipements et passer la main. Non, elle livre de bout en bout le produit, que ce soit un produit qui est que du code, que ce soit un produit qui soit juste une intégration logicielle, ou que ce soit un produit qui nécessite à la fois du code, une plateforme d'infrastructure et une intégration tierce. Donc, elles sont organisées plutôt en feature team, c'est ça? C'est product team, en fait. Product team, d'accord. Et donc, aujourd'hui, avant, il y avait 5 silos, vous m'aviez dit. Maintenant, il y en a combien? Alors, grosso modo, les silos, aujourd'hui, je vais en avoir 4 majeurs. Donc, on va dire 3 vraiment produits et puis un silo orienté sur le MCO et la maintenance de ces choses-là. Et ça s'est fait en fait naturellement en fait par les ateliers. Et à un moment donné, quand on remet bout à bout les différentes maps qu'ont fait les équipes, on s'aperçoit que il y a pas 5 cœurs d'activité, il y a 3 gros silos de produits et puis un silo de maintenance. Alors initialement, j'avais gardé 4 silos produits et sur le départ d'un manager pour des raisons de facilité opérationnelle, j'ai rassemblé 2 silos ensemble. C'est aussi ça qui est important, c'est que comme les équipes ont été impliquées dès le début et comme on a cet accord de méthode avec les IRP, ça nous permet de régulièrement faire des petites retouches, et j'en ai déjà fait 3-4, pour adapter l'organisation au fur et à mesure qu'on la construit, en fait. Assez simplement avec les équipes, avec nos clients, pour tenir compte de tout changement du paysage qui peut intervenir. D'accord. Donc finalement, vous êtes agile dans votre propre transformation, vous prenez en compte les retours d'expérience pour vous améliorer, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est vraiment important et on sent qu'il y a une volonté à la fois des IRP, de l'entreprise, d'accompagner ce genre de transformation pour tenter qu'elle ne soit pas trop rapide. Il ne s'agit pas d'adapter tous les trimestres, on est plutôt sur une vision annuelle et toujours dans un cadre qui se fait autour du CSE, autour d'un embarquement des équipes dans des ateliers pour les faire travailler sur les futurs sujets. Alors, on a une première question et je me permets de la poser parce que on est quand même justement dans le cadre de la démarche de transformation. On a parlé du bottom-up avec l'implication des équipes, mais Nicolas a une très bonne question qui est que dans le cadre d'organisation en silo, est-ce qu'il semble envisageable d'engager une démarche de transformation sans avoir un sponsoring du top management de chaque silo? Donc, on a parlé finalement de l'implication du collectif. On n'a pas trop parlé encore du sponsoring du plan de transformation. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce qu'il a fallu impliquer plusieurs sponsors? Est-ce qu'il y en a un qui s'est révélé voilà, pour la transformation? Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, je pense que c'est juste impossible si on n'a pas un sponsoring du plus haut possible, en fait. J'aurais pas pu le faire si j'avais pas, grosso modo, les 2 sponsors majeurs qui étaient le CTO groupe et la directrice du numérique, qui étaient d'accord, en fait, pour que cette évolution d'organisation se fasse. Et eux deux ont poussé le sujet. En sachant que, grosso modo, la plupart des équipes étant sous ces 2 personnes-là, les choses se sont faites, j'allais dire, assez simplement. Et je pense qu'aller casser des silos sans sponsoring des managers de ces silos et éventuellement plus haut, c'est aller au casse-pipe, en fait, parce que ça revient à éventuellement attaquer pour dire un gros mot, le silo, c'est aussi une baronnie, quelque part, c'est une forme d'expression d'un pouvoir ou du moins d'un chapeautage, et on n'est pas à l'abri de tomber vraiment sur des obstacles importants. Et comme on a besoin d'avoir les équipes complètement alignées derrière soi, les premières et deuxièmes lignes, enfin, suivant le nombre de lignes de management, mais on a besoin d'avoir les équipes, les managers, d'avoir tout le monde qui s'aligne. Si on n'est pas sûr que la hiérarchie au-dessus, elle supporte bien le projet, c'est compliqué. J'aimerais dire, c'est un peu comme si on lance une transformation vers l'agilité avec
les managers impliqués, les directeurs, les VP qui sont totalement opposés en fait. Il faut vraiment que ça soit une impulsion d'en haut. Ça ne veut pas dire que eux vont faire le job, mais en tout cas, eux impulsent et puis ils peuvent dire j'ai envie que ça se passe demain différemment et on va travailler pour. D'accord. Et donc là, on a parlé du sponsor, on a parlé des équipes. Finalement, il nous manque une couche centrale qui va être la couche managériale. Que sont devenus les managers? Est-ce qu'ils sont toujours là? Comment est-ce qu'on les a accompagnés dans leur transformation? Est-ce que leur rôle a changé dans la Media Factory? Alors, j'ai envie de dire, l'exécution pour certains de leur rôle a pu bouger, mais profondément, en fait, le manager, son rôle de manager est nécessaire, en fait. Il y a toujours besoin d'écouter les équipiers, il y a toujours besoin de challenger les équipiers au quotidien, de gérer leur carrière passe, et de les faire progresser et de les améliorer. Et il y a toujours besoin de faire un certain nombre d'arbitrages en fait locaux sur les produits. C'est-à-dire que la transition que je cherche à faire, puisque c'est vraiment mon quotidien, c'est de les amener à être des servants leaders avant tout de leur équipe. Et un salarié a besoin d'un manager pour l'aider dans sa carrière, j'ai envie de dire, mais pas forcément pour être un chef. La différence, elle est là. Moi, je cherche pas des chefs, je cherche des managers, en fait, des servants leaders. Et le deuxième aspect, c'est que je cherche à faire de mes managers avant tout les product managers des produits qu'ils ont en dessous d'eux. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi une grosse transformation. Hein. C'est pas encore évident, même pour moi en fait, de vraiment exposer tous les changements que ça a fait. Mais grosso modo, moi, je les amène à passer d'une posture plus de chef, grand expert, gestionnaire de leurs équipes, à une posture plus d'arbitre, de décaillouteur de chemin, j'ai envie de dire, mais surtout de gestionnaire en fait de leur roadmap, de la vision de leurs produits et de pouvoir aller défendre devant les clients les priorisations et de pouvoir aller chercher, enfin vendre aux clients les éventuelles améliorations que eux-mêmes voient. Donc c'est cette transformation-là qu'on fait. Et pour moi, c'est hyper important parce que c'est vrai que depuis que je traîne dans l'agile, il y a toujours cette question un peu tarte à la crème sur que devient un manager dans l'agile. Mais un manager, il va effectivement ne plus être un chef. Et ça, faut que ce soit acquis par les managers parce que c'est souvent là qu'on peut avoir des fatigues, des burn-out des managers, voire des rejets du manager. Il sera plus chef, il sera plus là pour prendre des décisions en fait. Par contre, il sera là pour aider au quotidien et amener son équipe à l'arbitrage, amener son équipe à s'améliorer au quotidien. Justement, pour compléter la question, on a demain un retour d'expérience d'un manager chez Airbus, justement, sur le management à l'ère agile. Donc, je pense que ça complètera bien ce que vous êtes en train de me dire. Si on revient un petit peu sur vos équipes, comment est-ce qu'elles fonctionnent aujourd'hui? Est-ce qu'elles travaillent en agile? Si oui, est-ce qu'elles travaillent dans une méthode particulière? Est-ce qu'elles sont cadencées sur un même rythme? Comment est-ce qu'elles fonctionnent? Ok, alors pour répondre un peu à l'envers par rapport aux questions, elles travaillent pas sur le même rythme en fait. Elles ont chacun leur cadence de livraison. Pour une raison toute simple, c'est qu'elles n'ont pas toutes en fait les mêmes méthodes de travail parce qu'elles travaillent pas toutes dans les mêmes contextes. Et à la Media Factory, je vais avoir vraiment de tout. C'est-à-dire, je vais avoir des équipes qui vont vraiment être sur du Scrum by the Book, des équipes en Kanban, et des équipes qui vont être sur du cycle en V agilifié et d'autres qui vont plutôt être vraiment sur des gros cycles en V. Pourquoi? Parce que quand on intègre un logiciel, on est obligé de s'adapter à la méthode du fournisseur. Donc, si le fournisseur vous livre toutes les 6 semaines, bah, en gros, vous pouvez, vous, être en agile avec des runs de 6 semaines, mais ce que j'appelle le micro-cycle en V agilifié, c'est-à-dire que vous avez un cycle en V de 6 semaines que vous voyez pas parce que l'éditeur travaille dans son coin, et puis après, vous pouvez vous faire de l'agile pour la suite. Et puis, quand on fait de l'infrastructure, bah là, pour le coup, on travaille avec des équipementiers. Et là, pour le coup, on est sur un cycle en V assez classique de projet, on travaille très loin. Par contre, toutes les équipes, ce que je leur demande, c'est d'être agile. Mais agile au sens
de la définition centrale. Ça veut dire on n'est pas là pour dire appliquons un process et soyons agiles. En fait, on privilégie l'homme et ses interactions. Donc moi, ce que je leur demande, c'est avant tout d'exposer un backlog clair et organisé, en fait, qui permet aux clients de savoir ce qui est prévu dans les jours qui arrivent. C'est d'organiser des démos régulières avec les clients. Et régulier, ça ne veut pas dire toutes les 2 semaines, ça ne veut pas dire non plus tous les 3 mois. L'idée, c'est régulièrement, on présente ce qu'on a à présenter. Et de se créer des moments pour se réunir en équipe. Et donc, pour répondre à la question qui ne sera peut-être pas posée, mais pour moi, l'équipe, c'est tous les gens qui concourent à un projet. Donc, il y a du développeur, de l'infra, de l'ops, s'il y a des gens UX, s'il y a des gens du juridique, s'il y a des négociateurs, voilà, c'est tous les gens qui concourent à l'équipe, qui se créent des moments où ils s'enferment dans une pièce sans manager, pour en gros faire une rétrospective. Alors on l'appelle rétrospective, on l'appelle rétex, on l'appelle post-mortem, on l'appelle comme on veut, mais en gros se prendre ce moment de recul pour se dire bon, comment ça s'est passé la séquence de travail qu'on vient de finir et comment on aborde la prochaine. C'est pour ça que moi je différencie bien être agile, pouvoir réagir facilement et sans se mettre en péril des évolutions, puisque de toute façon le monde est mobile, il y a des évolutions et donc il faut pouvoir réagir à ça. Et puis déployer Scrum, Kanban ou je ne sais quelle méthode. Moi, je demande aux équipes d'être agiles. Après, si la bonne réponse pour cette équipe-là, par rapport à ses problématiques et par rapport à ses clients, c'est Scrum, allons-y sur Scrum. En fait, il n'y a pas de question à se poser. D'accord. J'aimerais qu'on revienne à la gestion des priorisations. Parce qu'on l'a vu au tout début, c'était vraiment une grosse épine dans la chaussure, ce sujet de priorisation où on était obligé de revenir assez haut dans la hiérarchie pour prendre des décisions assez quotidiennes. On a partagé ensuite ensemble que partager la vision, le fait que finalement la vision de la Media Factory, c'était de rendre disponible France 2 à tous les France 2, France 3 à tous les foyers français. Comment aujourd'hui est-ce que vous gérez la priorisation? Est-ce que vous avez mis en place un mode de fonctionnement spécifique? Comment est-ce que vous allez prioriser toutes les demandes qui peuvent vous arriver? Alors, aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel je travaille. On est encore sur une priorisation qui est produit par produit. Et la transversalisation en fait, des roadmaps de la Media Factory, pour l'instant, elle est encore balbutiante. Mais grosso modo, ça marche à peu près pareil dans chacun des produits. On va travailler avec le client. Et régulièrement, c'est-à-dire on ne le fait pas une fois en début d'année et puis on exécute l'année. En fait, on va le faire à intervalles réguliers sous forme de copil, de codir, enfin une instance en fait qui regroupe un peu tout le monde. Et on va se dire bon, à quoi ressemblent les 3 prochains mois de manière assez précise, à quoi ressemblent les 6 mois d'après de manière un peu plus macro, et puis après, qu'est-ce que vous voyez dans la suite. Et on va arbitrer, prioriser avec les clients et entre nous. Grosso modo, dans les équipes qui sont très proches du numérique, autour d'une culture Scrum, on est clairement dans l'habitude classique où on va avoir des expressions qui vont tomber dans un backlog qui va être priorisé, raffiné, et puis on va grosso modo produire avec des cycles de 2 semaines, et puis toutes les 2 semaines, on raffine un nouveau backlog et on avance. À contrario, par exemple, sur les projets plus d'intégration de logiciels tiers, on va plutôt rapprocher, enfin piquer des gens du métier à intervalles réguliers, leur faire travailler en fait sur le gap, sur l'écart entre ce que c'est faire le logiciel et ce que la personne voudrait. Et puis on la rend à son travail. Pendant ce temps-là, l'éditeur travaille sur l'adaptation de cette entité-là. Et puis on va avoir une séquence, on va les rappeler pour qu'ils puissent observer l'adaptation qui en est faite, l'évaluer, éventuellement enrichir le gap, l'écart. Et puis ensuite, on repart sur une séquence d'intégration. D'accord. Donc, quand vous dites les clients, Guillaume, ce sont vos directions métiers? Alors, je vais avoir des directions métiers en termes de clients. Je vais avoir aussi des filiales de France Télévisions, comme notre régie publicitaire ou certaines régies, enfin la filiale qui s'occupe des studios également, donc des studios de tournage qui vont produire Plus belle la vie, Un si grand soleil, par exemple. Et je vais aussi avoir les tiers repreneurs.
Donc, je vais aussi avoir des gens comme TDF, Orange, Bouygues, Free, SFR, Salto, qui vont me demander des particularités sur la manière de leur livrer les fichiers ou les flux vidéo. Donc, j'ai vraiment, j'ai envie de dire, des clients internes, des clients, on va dire, à demi externes et des clients très externes. Et on travaille avec tous ces clients quelque part, en sachant que, on va pas se mentir, l'arbitrage, il est fait essentiellement en interne. Quand je vais chercher les besoins externes à l'entreprise, de toute façon, l'arbitrage rendu de la roadmap se fait en interne avant tout. Et justement, ces clients, est-ce que ce sont plutôt eux qui sont demandeurs de l'agilité, ou est-ce qu'au contraire, il a fallu leur faire passer des messages pour qu'ils s'adaptent à votre nouveau mode de fonctionnement? Alors, j'ai des clients qui, historiquement, toute la direction du numérique était historiquement agile, donc, entre guillemets, chez eux, j'ai plutôt récupéré la culture que moi j'ai connue dans cette direction-là. Après, j'ai aucun client avec lequel ça a été difficile. C'est-à-dire qu'au contraire, alors, on n'a pas forcément dit que c'était agile ou Scrum, hein, ce qu'on faisait, mais au contraire, amener un client toutes les 2, 3, 4 semaines, à voir son produit, à le voir évoluer, à voir des choses en plus, à pouvoir dire ah mais c'est pas tout à fait ça que je voulais, ah mais ça ouvre une nouvelle question, et leur montrer qu'on pouvait réagir, ça a amené ça, enfin je pense que ça a facilité certaines choses. Après il y a aussi le revers de la médaille en fait, quand vous présentez un logiciel que vous développez, que la personne d'un seul coup a 100 000 idées. C'est compliqué après de la cadrer en fait, parce qu'elle s'aperçoit que toutes les 2 semaines, elle peut demander un petit peu plus, et finalement le produit logiciel ne sort plus en fait, puisqu'il est tout le temps en train d'être presque prêt. Donc là, c'est vrai que je travaille en ce moment beaucoup à introduire la notion de MVP, hein, le Most Viable Product, pour essayer de dire bon, arrêtons d'attendre trop longtemps, et à un moment donné, il faut que le produit soit en prod en fait. Et c'est quand on le voit fonctionner in situ qu'on peut évaluer s'il est fini ou pas. Puisque sinon, enfin, on a tous connu des produits sur lesquels on itère pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et quand il sort, finalement, on a fait une voiture de course alors qu'une brouette, c'était bien suffisant. Et donc, les travers du cycle finalement. Oui, ouais, voilà. C'est-à-dire que en fait, le client en fait s'aperçoit que toutes ses demandes sont exaucées. Ça fait 20 ans, 10 ans, 30 ans que ces clients travaillaient avec des cycles en V, et donc d'un seul coup s'aperçoivent que d'une semaine à l'autre, leurs souhaits peuvent être exaucés, et donc on sort plus du cycle de souhait en fait. Et donc sur la gestion des priorisations, est-ce que vous avez mis en place des indicateurs, ou est-ce que vous allez regarder le ROI du projet? Est-ce que c'est des choses que vous faites déjà ou pas? Alors, tout n'est pas héroïste en fait chez France Télévisions. Déjà parce qu'il y a des choses qui viennent de réglementation qui nous dépassent en fait, hein, qui viennent de l'État, des opérateurs, des choses comme ça. Il y a des projets qui sont pas qui sont tenus par des dates. En ce moment, on est en plein Roland-Garros, on est en train de préparer les Jeux Olympiques cet été, et il y a le Tour de France là qui part dans quelques jours. Tous ces projets-là, en fait, c'est pas c'est des trucs qui sont déterminés par une date, et on m'attendra pas en fait. À 20h démarrera la cérémonie des JO, et tout le monde s'en foutra. Si France Télévisions n'est pas prêt, c'est pas le débat. Donc il y a tous ces projets-là. Finalement, ça a de la valeur pour les téléspectateurs. Donc peut-être que ça se mesure pas en termes d'euros, mais justement, comment est-ce que vous mesurez ce qui va apporter du gain? Je parle de gain de façon très générale. Tout ce qui va apporter du gain se base en fait grosso modo sur notre com. Alors, pourquoi c'est compliqué chez France Télévisions de parler de ROI? Parce que nos revenus publicitaires sont une faible proportion de notre CA. En fait, notre CA, c'est avant tout la redevance télévisuelle. Donc nous, on est essentiellement drivé par le nombre de Français qu'on touche chaque mois, en fait. Donc notre objectif est d'en toucher le plus possible, et le nombre de vidéos vues quelque part, combien de gens vont regarder nos émissions. Donc tout ce qui a trait là-dessus, c'est des choses qui pour nous sont très valorisées. Après, on va pas se mentir, sur un gros événement, il y a toujours un aspect publicitaire, un revenu spécifique, mais le ROI n'est pas forcément aujourd'hui, je précise bien aujourd'hui, le critère prédominant de choix des stratégies de développement de produits. D'accord. Guillaume, j'ai encore quelques questions pour vous, mais j'en profite
pour rappeler à notre auditoire que je vais leur laisser la parole dans quelques minutes. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le canal questions. Il y en a déjà quelques-unes. Mais c'est le moment de les poser. Juste avant de laisser la parole au public, j'ai encore 2 questions. Les 3 réussites de cette transformation, selon vous? Alors, en fait, la réponse tarte à la crème, c'est la transformation. En fait, déjà, c'est une réussite. Mais en fait, c'est surtout ces résultats. Pour moi, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a des plannings qui impliquent chacune des briques de la Media Factory qui sont mieux tenues. Donc, il y a un vrai bout en bout sur le cycle de vie du média qui existe en termes d'engagement, de roadmap, de livraison. Et j'ai envie de dire qu'on teste quasiment à chaque rentrée. Donc, chez France Télé, on a la rentrée de septembre, de janvier, et on l'appelle pas rentrée parce que c'est plutôt le programme d'été, mais grosso modo, c'est ce qui est en train de se produire en ce moment, la transformation de la programmation annuelle en programmation plus sur l'été. Et donc ça, à chaque fois, c'est une manière pour nous d'apporter de nouvelles fonctionnalités, des choses en plus, comme récemment le fait de pouvoir avoir les films, de pouvoir avoir capacité à directement sur le mobile télécharger les vidéos pour pouvoir les regarder en mobilité. Il y a assez clairement aussi des arbitrages qui se font de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus localisée. C'est-à-dire que s'il y a un débat entre 2 produits sur un alignement et que mes 2 managers n'arrivent pas à s'aligner, grosso modo, l'arbitrage se fait à mon niveau. Je n'ai pas besoin d'aller à l'extérieur. Donc, on va chercher les arbitrages plus vite, plus rapidement. Donc, on ne se retrouve pas avec des équipes qui se retrouvent dans une espèce de flou, de stand-by pendant quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, le temps qu'un arbitrage soit rendu. Et après, le dernier aspect, il est plus centré autour des équipes. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des gens qui faisaient la même chose de manière distribuée dans les différentes équipes. Aujourd'hui, on a rassemblé les gens par intérêt fonctionnel, mais aussi par compétence, à la fois en dessous d'un manager, mais aussi globalement au sein de la Media Factory, ce qui permet d'une certaine manière de créer une émulation plus enrichissante, moi je trouve, et qui permet d'avoir des échanges. C'est-à-dire que avant, certaines équipes, pour voir un peu à quoi ressemblait l'agile, étaient obligées de faire un safari à l'extérieur de l'entreprise. Aujourd'hui, elles font un safari dans l'équipe d'à côté. Donc c'est plus simple en fait pour déployer des pratiques, pour se partager des pratiques, pour se partager du code dans certaines situations et pour faire des choses différemment. Merci beaucoup Guillaume. Et qu'est-ce que vous feriez différemment si vous pouviez revenir en arrière? Alors, si je pouvais, on va dire 2 grandes choses. J'en ai un peu parlé, mais c'est vraiment avoir quelqu'un au niveau de la direction complète qui va piloter le portefeuille pour sa partie transverse. C'est-à-dire que chaque produit a bien son portefeuille de projet, son backlog, etc. Mais certains sujets doivent être abordés de manière beaucoup plus transverse à simplement son produit de référence. Ne serait-ce que parce que parfois l'équipe qui réceptionne la demande ne le sait pas, mais en fait la fonctionnalité existe déjà dans un des autres produits. Donc il y a cet aspect-là. Et aujourd'hui, là, c'est un poste que j'ai créé en tout début d'année pour avoir un responsable de projet qui va prendre en charge toutes ces demandes un peu bizarres, qui va vérifier la cohérence en termes d'urbanisation et qui va permettre de consolider en fait le portefeuille global de la direction et qui va permettre aussi d'unifier quelques petites choses qui sont le cadrage initial d'un projet. En fait, comment on cadre un projet avant son lancement, le cadrage 360 pour préparer en fait le projet à son exécution et qui va me permettre de réaligner aussi sur certaines pratiques autour du projet. Et le deuxième point que je referai différemment, c'est le travail autour du collectif. Alors, on va dire que depuis un peu plus d'1 an, là, le coronavirus a complexifié toutes les interactions humaines, le formel, l'informel. Et donc, comme moi, la direction était juste en création, c'est vraiment quelque chose que j'ai perdu avec ce 100% télétravail qu'on a chez France Télévisions depuis quasiment mars 2020.
Et c'est pas, entre guillemets, avec l'été où on revenait un jour par semaine qu'on a pu changer la donne. Donc j'ai encore aujourd'hui un vrai travail de corps, en fait, et d'esprit à renforcer pour créer cette identité, en fait, Media Factory. C'est-à-dire que les gens qui travaillent physiquement, géographiquement trop près de leurs clients, surtout si leurs clients étaient leur ancienne équipe, vont potentiellement être entre deux, en fait. C'est-à-dire parfois Media Factory et puis parfois encore attachés à leurs anciennes équipes, en fait. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, moi, j'en ai fini de mes questions. Je vais prendre celle du public. On a une première question. Quel a été le facteur qui fait que les équipes ont accepté cette transformation? En fait, je pense que parce que dans les ateliers initiaux, ils ont pris conscience, en fait, que leurs équipes avaient des inputs et des outputs différents. Ils ont pris conscience, quand j'ai mis tout le monde dans la même salle pour partager la production des ateliers, que bizarrement, tous interconnectés, en fait, hein, ça faisait un beau diagramme. J'ai fondamentalement pas cassé, en fait, les groupes initiaux de travail. Je les ai pas amenés à déménager, je les ai pas amenés à changer leur pratique de travail. Et j'ai fait tout ça, on va dire, dans le temps, en les écoutant beaucoup et en évitant de casser à l'origine les groupes de travail. C'est-à-dire que j'ai pas changé les managers en première itération, je les ai pas fait déménager. Et je pense que ça a beaucoup concouru. Et comme je disais dans la recherche, dans les ateliers, je recherchais beaucoup leur fierté et leurs valeurs. Et pour moi, c'est le pivot, c'est-à-dire que si on apporte une résolution aux problèmes qu'ils rencontrent au quotidien, tout en valorisant leur fierté et en leur permettant de toujours exécuter dans le cadre de fierté qui est le leur, en fait, les gens sont preneurs parce qu'ils ont moins de problèmes in fine, mais ils sont toujours reconnus pour ce qu'ils apportent à l'entreprise. Ok. Merci beaucoup. Alors, une deuxième question. Avez-vous une organisation particulière pour synchroniser vos différents silos? Alors, j'ai envie de dire la synchronisation de vision, d'entreprise, d'information, elle passe par la réunion d'équipe mensuelle qui s'exécute tous les 6-8 semaines, on va dire, mais qui permet de passer les messages, de maintenir une certaine cohérence. J'ai le comité de direction de la direction de la Meta Factory chaque semaine qui permet de partager entre managers, en fait, l'état d'avancement, les points de blocage, et les managers dans leurs équipes, dans leurs réunions d'équipe pour le coup hebdo, vont redescendre ces éléments-là. Et après, au niveau des frontières de ces silos à l'intérieur de la Media Factory, on va avoir souvent deux PO, en fait, ou des chefs de projet et des PO qui vont être en interaction et qui vont s'échanger et travailler ensemble pour améliorer les choses. Donc c'est beaucoup, en fait, d'événements, en fait, qui vont créer l'interaction et qui vont permettre l'échange. D'accord. Merci. Et une question de Mathieu. En dehors de l'absence d'un sponsor fort, quels critères d'une organisation vous feraient refuser de mener une telle transformation? Quels sont les... En l'absence d'un sponsor fort... Est-ce qu'il y a d'autres prérequis indispensables? En fait, je pense que le point clé, en fait, c'est le problème qu'on cherche à résoudre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de problème à résoudre, à quoi ça sert de mettre une énergie monstrueuse pour changer une organisation? C'est la question systématique, en fait. Quand on bouge un système, en fait, on va mettre une énergie importante. Hein, c'est pas gratuit de faire ça. Donc on va perturber le système, le temps qu'il revienne en stabilité. On va avoir éventuellement des baisses d'efficacité d'un certain nombre de choses. C'est vraiment coûteux un changement d'organisation. Donc il faut qu'on ait vraiment quelque chose à améliorer. Donc si c'est juste changer l'organisation pour changer l'organisation, je suis pas sûr que ce soit pertinent. Ça veut pas dire que j'irai pas, parce que
quelque part, c'est juste, pour le coup, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quel serait le ROI en fait de cette transformation qu'il faudrait chercher à trouver. Mais voilà, moi je pense que c'est vraiment ce point-là, c'est en fait quel problème on cherche à résoudre, parce que la transformation va créer d'autres défauts. Donc si tout roule bien, qu'on fait une transfo et qu'au final on crée de la friction ou d'autres sources de problèmes, finalement on va dégrader le système global. Donc c'est vraiment ça qu'il faut regarder, quoi. Merci, c'est tout pour les questions. Alors, avant de conclure, Guillaume, je vais vous demander de vous prêter à l'exercice du Fast and Curious. Je vais vous donner 2 options et l'idée, c'est de répondre de façon très spontanée à l'un ou l'autre. Présentiel ou télétravail? Moi, je suis hybride. J'aime bien rencontrer les gens, parler avec eux autour d'un café, dans un déj, dans un couloir. Et je pense qu'un atelier facilité, ça marche quand on est tous dans la pièce avec des murs blancs et des post-it. J'en ai fait des très bien avec un produit comme Klaxoon ou d'autres, mais voilà. Oui. Je suis quand même plus sur l'interaction, mais le télétravail, certes, il était forcé, mais m'a fait découvrir aussi ce besoin de deep work, c'est-à-dire d'avoir des moments où je peux me couper. Et très honnêtement, gagner 2 heures par jour dans les transports parisiens, c'est pas mal en fait, finalement, le télétravail. Donc plutôt présentiel pour le collectif et télétravail pour le travail. Pour le travail, en fait, ouais. Scrum ou Kanban? Ça dépend du problème qu'on cherche à résoudre. Vous jouez pas le jeu là. Bon, profondément Scrum, parce que je pense que c'est l'une des meilleures méthodologies pour construire un nouveau produit et c'est ce que j'aime bien faire. Sachant qu'on m'aurait posé la question il y a 5 ans, je vous aurais dit Kanban parce que j'avais plus une structure Ops en fait. Et l'Ops, il est là pour faire avancer du bordel. Ça vous dites, ça dépend. Ouais. Donc pour un nouveau produit, plutôt Scrum. Ouais. Le backlog ou la backlog? Le backlog. Non, je suis plutôt d'accord. Une plus dure, télé ou VOD? Télé. Et enfin, cycle en V ou agilité? Agilité. Merci Guillaume d'avoir accepté mon invitation et d'avoir participé à cette 5e session de l'Agile Week. Merci beaucoup aux participants pour leur participation et leurs questions. Je vous rappelle la suite du programme. Donc demain à 13h, notre conférence a dû être annulée malheureusement. Par contre, on se retrouve demain à 17h avec Stéphane Neusillier en direct avec nos équipes de Toulouse pour parler du management à l'ère agile. Et puis la session de vendredi 13h sera animée par Mathieu Larive, notre grand gourou de la guilde d'Agile. Il recevra Stéphane Vojvoda ici au Next et il vous parlera de ses expérimentations de la culture hacking. Donc on vous repartage le programme dans le chat pour vous inscrire et pouvoir profiter aussi des replays. Ce sera le cas également pour cet événement. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt.